Demain, le professeur disparaîtra-t-il au profit de l'ordinateur? L'intelligence artificielle balayera-t-elle la plupart des formations que nos enfants suivent aujourd'hui? Et quelles seront les missions de notre école dans cette société mondialisée où les connaissances se multiplient aussi vite que les inégalités? Face à de telles questions, la rentrée en musique et l'école de la confiance, si chère à Jean-Michel Blanquer, sont-elles de bonnes réponses? Derrière la rhétorique et la communication, c'est bien une nouvelle stratégie éducative que le ministre est en train de bâtir malgré tout. Neurosciences, expérimentation de terrain, évaluation des élèves, pilotage de proximité, rôle des enseignants face à l'empire de l'intelligence artificielle et entrée de l'école dans le big data. Pour mettre sur les rails cette école de la confiance, le ministre a d'ores et déjà ouvert pas mal de portes, non sans éveiller la crainte de certains enseignants qui sont justement le premier maillon de la chaîne de la confiance. C'est donc pour y voir plus clair sur ces grands défis de l'école de demain que nous allons ouvrir le débat avec mes invités. Je me tourne tout d'abord vers vous, Monsieur Charbonnier, bonsoir. Vous êtes expert de l'OCDE. Je voulais vous demander quels étaient à vos yeux les défis de l'école française dans ce contexte que vous me décrivez sous l'acronyme anglais de VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Oui, je crois que Monsieur le ministre l'a dit, la mondialisation, le monde évolue très rapidement et aujourd'hui, nous sommes face à des enjeux que notre génération n'arrive pas à résoudre. On a le sujet du réchauffement climatique, les migrations. On constate que beaucoup de métiers vont évoluer, mais on ne sait pas exactement encore lesquels. On vit dans un monde qui évolue de plus en plus vite et qui est, comme on dit, volatile, incertain, complexe et ambigu. Et ça veut dire qu'il faut préparer ces jeunes à ce monde de demain. Ça veut dire que le simple système d'éducation tel qu'on le conçoit aujourd'hui, basé sur des connaissances, sur un individualisme, c'est ce qu'on voit dans le système français, finalement c'est quelque chose qui progressivement va disparaître pour faire place aux compétences, aux valeurs. C'est ce qu'on peut voir, nous, dans les pays de l'OCDE, c'est que de plus en plus de pays vont dans cette direction. Préparer les jeunes au monde de demain, c'est les préparer à être autonomes, à travailler en équipe, à avoir un esprit de réflexion, avoir des valeurs d'honnêteté, de confiance, de l'endurance aussi, et un sens de la communication. Donc je crois que l'école de demain doit penser à cette évolution dans les programmes éducatifs. On aura toujours besoin des connaissances, bien sûr, mais il faudra faire évoluer. Et puis se dire que c'est pas parce qu'on a un développement informatique de plus en plus important qu'on n'aura pas besoin d'enseignants. Nous, on le dit à l'OCDE depuis 10 ans, un système d'éducation se mesure à la qualité de ses enseignants. Ça veut dire qu'il faut les préparer, eux aussi, à cette évolution, en revoyant leur formation initiale, la formation continue, en leur proposant aussi des évolutions de carrière. Dans le monde de demain, on sera de plus en plus flexible, on changera de carrière. Pourquoi aujourd'hui les enseignants, quand ils débutent une carrière, seront prisonniers pendant 40 ans de rester dans le même métier? Donc ce monde qui fait peur aussi a aussi quelques avantages avec le développement de l'intelligence artificielle, des biotechnologies. On peut voir aussi des côtés positifs, il ne faut pas avoir peur de ce monde de demain, mais ça demande un impact et finalement des incitations beaucoup plus fortes sur la formation. Les individus vont devoir se former tout au long de leur vie et je crois qu'investir dans la formation professionnelle, rapprocher le monde de l'éducation et l'entreprise sont aussi des valeurs, des vecteurs importants pour faire face aux enjeux de demain. Elena Pasquinelli, je vous passe la parole pour que vous nous expliquiez à vos yeux à vous quels sont les besoins de l'école en se situant plus du côté des élèves. En quoi les sciences cognitives que vous connaissez bien peuvent-elles jouer leur rôle dans ce défi de la connaissance ? Je pense qu'on se fait une image souvent des sciences cognitives, malheureusement, comme un peu une solution miracle. Et c'est peut-être la première chose que je voudrais déjouer. Les sciences cognitives n'arrivent pas en éducation pour créer une vraie révolution. Elles arrivent en soutien à un métier qui est extrêmement compliqué, qui est le métier de l'enseignant, et tous les métiers qui entourent le métier de l'enseignant, l'inspectorat, tous les métiers qui accompagnent les élèves dans leurs apprentissages. Quand les sciences cognitives arrivent dans ce monde complexe, elles y arrivent avec des connaissances faites, parce que depuis des dizaines d'années, il y a des études qui nous permettent, dans le laboratoire, de mieux comprendre quels sont, par exemple, certains enjeux du raisonnement, certains enjeux de la compréhension, certains enjeux de la collaboration,
de la capacité à collaborer avec les autres, certains enjeux aussi de la réflexion critique et certaines limites de la réflexion critique. Donc elles arrivent avec des connaissances ou certains enjeux plus basiques de l'apprentissage de base du langage, de la langue, de l'écrit, de l'oral, des mathématiques. Elles arrivent avec des connaissances faites qui sont des sortes de boussoles qui peuvent être mises à disposition de l'enseignant pour orienter son action en ayant une meilleure connaissance de cause de l'élève et des élèves, groupe élèves, relation entre élèves qu'il a devant lui, pour mieux comprendre et donc mieux adapter son action à ses élèves. Elles arrivent avec des connaissances faites et elles arrivent avec beaucoup de connaissances à faire. Et ça, je pense, c'est un enjeu très important aujourd'hui pour l'éducation nationale, de bâtir une vraie collaboration avec le monde de la recherche scientifique qui n'est pas tout simplement prendre des connaissances et appliquer des connaissances. Ça serait facile si ça se limitait à ça, mais qui est au contraire apprendre à construire ensemble des connaissances utiles pour la classe, pour l'élève, pour l'enseignant. Se servir de ces connaissances pour arriver à faire quelque chose qui est indispensable dans ce monde de la mondialisation, c'est-à-dire une personnalisation de plus en plus importante de l'enseignement par rapport aux besoins de chaque élève. Donc, vous avez parlé, par exemple, des évaluations. L'un des rôles principaux des évaluations n'est pas du tout celui de juger un élève, mais c'est celui de le connaître aussi profondément que possible. On arrive à les connaître en le regardant faire, on arrive à les connaître à travers les évaluations que les enseignants mettent en place, mais il y a aussi des instruments plus fins qui peuvent donner des images, des petites photos instantanées de quelques capacités, de quelques besoins de l'élève auxquels on peut répondre plus facilement ensuite en les connaissant finement. Donc ça aussi, c'est l'un des rôles que peuvent jouer ces sciences et la collaboration entre ces sciences et de l'éducation, c'est arriver à cette connaissance fine de chaque élève, de ses besoins, pour arriver à lui répondre d'une manière qui est adaptée à lui et qui n'est pas juste une réponse moyenne. Mais Elena Pasquinelli, je me fais aussi un peu l'écho de ce que j'ai pu entendre de la part des enseignants qui se demandent un petit peu aussi quelles peuvent être les visées des neurosciences dans la classe, puisqu'on sait qu'il s'agit d'analyse individuelle du cerveau de chaque élève. En quoi cette analyse peut être pertinente dans un groupe classe? Les enseignants se posent la question et se demandent s'ils ne vont pas être dépossédés. Et ils ont raison à se poser cette question. Je pense que là aussi, on doit déjouer un autre mythe qui est celui qui nous fait identifier les sciences de l'apprentissage et de la cognition avec les neurosciences. On fait souvent ce raccourci, on parle de neuroéducation. Personnellement, c'est un mot qui me fait très très peur. Je préfère penser, parce que c'est mon monde, celui des sciences cognitives, les sciences cognitives comme une famille qui est très large, en réalité, plutôt démocratique, de laquelle font partie différentes sciences et différentes méthodes. L'imagerie cérébrale, la connaissance du cerveau individuel, en fait partie, c'est l'un des éléments de la chaîne, mais c'est seulement un élément. L'objectif final des sciences cognitives, c'est de connaître des fonctions, l'apprentissage social par exemple. Or, quand on parle d'apprentissage social, c'est clair qu'on ne se limite pas à aller regarder qu'est-ce qui se passe dans un cerveau quand il apprend. C'est un élément de la chaîne. Mais ce qui nous intéresse, c'est de comprendre quelles sont par exemple les situations dans lesquelles un apprentissage social est facilité ou plutôt mis en difficulté. Donc à cela participe la psychologie cognitive, la psychologie du développement de l'enfant, la psychologie sociale qui nous montre certains biais de groupe, par exemple, nous permet de comprendre certaines dynamiques de groupe qui peuvent entraver l'apprentissage social en groupe et la collaboration, ou d'autres dynamiques qui peuvent l'aider. La psychologie évolutionnaire qui nous montre quelles sont certaines directions de long terme de notre évolution et donc de notre cerveau aujourd'hui, de comment il fonctionne et de comment il fonctionne aussi en groupe. Quand on recadre les sciences cognitives dans leur réalité, qui est cette réalité variée, on voit bien que l'éducation joue là-dedans, non pas comme quelque chose qui s'y oppose ou qui lui est en face, mais qui en fait partie en tant que science de l'apprendre. Donc je ne vois vraiment aucune opposition, aucune difficulté en réalité à imaginer de développer des programmes de recherche appliqués grâce à toutes ces sciences réunies et aux professionnels de l'éducation qui vont apporter la connaissance du terrain, les questions du terrain auxquelles répondre ensemble dans des projets de recherche intégrés.
Élise Huiry, je vous passe la parole pour que vous nous parliez des compétences des élèves et particulièrement des compétences sociales dont vous dites que les élèves français souffrent d'un déficit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ? Oui, tout à fait. Donc, pour recadrer un petit peu ce travail que, effectivement, on est en train d'achever avec mes collègues économistes, Yann Algan, Corinne Prost et moi-même, sur les compétences sociales et comportementales, parce qu'en fait, l'aspect social n'est pas le seul déficit. Là où les élèves français se distinguent des autres élèves, on le voit grâce aux enquêtes internationales qui sont menées notamment par l'OCDE, les enquêtes PISA qui sont bien connues, les enquêtes PIAC sur les adultes également. Elles nous montrent que les élèves et les adultes français se distinguent de leurs pairs de l'OCDE, on va dire, notamment les Anglais, les Allemands, les Américains, les pays du Nord, par un déficit à la fois comportemental au sens de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la persévérance, de l'optimisme, beaucoup plus d'anxiété qu'ailleurs. Donc en fait, on voit qu'on est un peuple très pessimiste, fataliste. On ne croit pas beaucoup en ses chances, on ne croit pas beaucoup en ses capacités et on est très anxieux. Donc on a un moral qui n'est pas très bon, effectivement. Pour bâtir une école de la confiance, ça pose question. On part d'une situation. Je pense qu'effectivement, l'école de la confiance vient un point nommé parce qu'on part d'une situation où, par rapport aux autres pays, on est très, très, très en retard. Quasiment les derniers de la classe à chaque fois sur les échelles internationales. Donc PISA, ça concerne 65 pays. Et à chaque fois, sur ces indicateurs-là, on se retrouve à la 62e place, 63e place sur 65. Donc on est vraiment très, très, très loin de la moyenne de l'OCDE et des pays auxquels on aime se comparer, qui sont nos concurrents économiques, ou en tout cas nos partenaires économiques, ceux auxquels on aimerait pouvoir se comparer. Donc c'est très frappant que on parle beaucoup, on commande beaucoup les résultats aux tests académiques, où on est moyen, mais on commande beaucoup moins les résultats sur ces caractéristiques comportementales des élèves et des adultes. Donc, comme je le disais, ce n'est pas simplement un travers des adolescents français par rapport aux autres adolescents, c'est vraiment aussi quelque chose qui se perpétue jusqu'à l'âge adulte, et on le voit sur les échantillons d'adultes, les mêmes patterns se dessiner. Et la dimension sociale. Donc là, j'ai parlé de la dimension comportementale, la dimension sociale, c'est-à-dire la capacité à coopérer, la capacité à se réfréner dans ses impulsions de violence ou d'agressivité. Là aussi, on est donc de s'autodiscipliner dans ses rapports aux autres et dans le respect des autres. On est aussi très mauvais. Et donc, l'école dont on a... Alors, quelle est l'importance de ça? Peut-être qu'effectivement, on se dit, et alors, on s'en fiche, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est savoir faire des maths, savoir faire du français, la grammaire, etc. Il y a deux choses, enfin, il y a même trois éléments de réponse par rapport à ça, et d'arguments qui vraiment nous poussent à dire qu'il faut s'en préoccuper, peut-être même comme une priorité. Le premier, c'est que ces compétences-là, comportementales et sociales, elles ont en elles-mêmes un impact sur la réussite scolaire. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement « j'ai des bonnes notes, donc je m'estime » ou « j'ai confiance en moi et je collabore avec les autres », c'est aussi l'inverse. Quand on a plus confiance en soi, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire intelligence égale par ailleurs, capacité intellectuelle, etc., on réussit mieux. Pourquoi? Parce qu'on est plus motivé, parce qu'on a plus d'engagement dans ce qu'on fait, on est plus capable d'investir son effort dans le travail. Donc les compétences comportementales comptent pour la réussite scolaire, elles comptent aussi pour la réussite professionnelle, c'est-à-dire que à niveau d'éducation égal, les travaux d'économistes ont montré que les personnes qui ont plus ces compétences sociales et comportementales sont des personnes qui ont des salaires plus élevés parce qu'elles recherchent plus d'emplois, qu'elles sont plus faciles à gérer en équipe et donc elles ont une productivité plus importante au sein de l'entreprise, encore une fois à capacité technique égale. Et troisième argument, dans une économie mondialisée, ça nous rattache au thème d'aujourd'hui, le rendement de ces compétences est croissant. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, effectivement, les compétences dont je viens de parler avaient un rendement plus faible qu'aujourd'hui et qu'elles n'en auront demain. Il y a effectivement des travaux récents qui arrivent à démontrer cette croissance du rendement de ces compétences spécifiques. Donc
il nous est apparu, donc dans le cadre du CAE, du Conseil d'analyse économique, on nous a demandé de faire un travail sur l'école et il nous est apparu au regard de ces résultats que finalement l'école dont on a besoin, c'est une école qui prend vraiment les yeux dans les yeux ce problème français de manque de confiance en soi, d'estime de soi, de persévérance, de respect de l'autre, de capacité à coopérer. Donc par une grande réforme des pratiques pédagogiques, de la formation pédagogique des enseignants. On pourra y revenir. Quelles sont les pistes à explorer pour essayer de combler ce déficit? Absolument, on va parler des enseignants aussi. Je voulais, Nathalie Mons, confronter un peu les résultats du CNESCO par rapport à ceux présentés par Élise Huyghues pour le CAE. Est-ce que vous aussi, vous constatez que les élèves français manquent de certaines compétences? Lesquelles faut-il développer davantage? Alors oui, je vais aller dans le même sens. Donc le Conseil national d'évaluation du système scolaire, on a évidemment commencé par regarder l'évaluation des fondamentaux. On a travaillé sur les mathématiques, on a travaillé sur le français. Mais depuis 2 ans, on travaille aussi sur une vaste enquête qu'on vient juste d'administrer et qui porte sur les compétences civiques. Les compétences citoyennes des jeunes. Et le constat est relativement proche, peut-être un tout petit peu plus nuancé. Donc une vaste enquête, 18 000 élèves au collège et en terminale, qu'on a interrogé sur la participation à des projets citoyens, sur la perception qu'ils ont de la façon dont ils pourront demain influer sur la vie politique, sur leur engagement dans des associations. On se rend compte que finalement le résultat est moyen et tout à fait mitigé, c'est-à-dire qu'on a quand même certains jeunes qui participent déjà largement, même dès le lycée, à des actions de bénévolat, par exemple. La moitié des lycéens participent à des actions de bénévolat. Moi, j'étais plutôt étonnée de ce résultat. Par contre, au sein de l'école, je pense que là, il y a certainement à appuyer, à accompagner beaucoup plus largement cet engagement, puisque par exemple au lycée, on a 2/3 des lycéens qui nous disent qu'au lycée, ils n'ont pas été engagés dans un projet citoyen. Donc on voit bien que là, l'école peut participer. De la même façon, lorsqu'on leur demande s'ils pensent qu'ils ont une opinion qui demain politiquement sera intéressante, par exemple, ils nous disent que non, pas tellement, c'est pas vraiment le cas. Alors que lorsqu'on leur demande s'ils connaissent, s'ils comprennent bien les sujets d'actualité politique, etc., là, oui, très largement. Donc je salue aussi votre travail dans ce cadre-là. On voit bien qu'on a des têtes bien faites, mais lorsqu'on leur demande s'ils sentent qu'ils ont les compétences à participer à la vie politique, là, ils sont 60% à nous dire que non. Ils ne sont pas d'accord avec cette affirmation, donc ils sentent eux-mêmes une fragilité. Donc on voit bien, tête bien faite, mais je crois qu'il faut demain encore plus accompagner ce désir d'engagement, ce désir d'être actif demain comme adulte dans la vie civique, dans la vie citoyenne, dans la vie politique. C'est ça aussi, on veut former aussi les citoyens de demain. Du coup, j'en viens à vous, Jean-Louis Gouju. On a parlé du désir d'engagement qui va être essentiel pour l'école de demain, pour le monde de demain, mais il y a aussi l'intelligence artificielle, on l'a un petit peu évoqué en début de table ronde. Comment, vous, au Conseil national éducation et économie, percevez-vous l'adaptation de l'éducation nationale, de ces formations aux métiers de demain? Est-ce qu'on parvient à éloigner les élèves de formations qui les amèneront au chômage à l'heure actuelle? Est-ce qu'on a cette conscience-là à l'éducation nationale ou pas? Alors, je vais d'abord commencer par vous présenter les salutations de Pierre Ferracci, qui a passé une bonne partie de la journée dans un aéroport et qui a dû renoncer en cours d'après-midi. Alors, répondre à cette question au niveau de l'éducation nationale et notamment du Conseil national éducation économie, c'est revenir en premier lieu sur la question des compétences. Les compétences pour nous, c'est la capacité d'essayer de travailler sur cette capacité d'agir réellement dans la société, dans le monde, et ça nous pose à nous, pour vous répondre, à trois sujets. Le premier, c'est d'abord le sujet de l'identification des compétences nécessaires. On parle de l'école de demain, et pour s'apercevoir finalement, au fur et à mesure, et ça renforce ce qui a été dit, que les frontières que l'on avait construites dans une tradition française assez intellectuelle sont progressivement en train de tomber. En d'autres termes, il n'y a pas dans le terme de compétence seulement le mot professionnel derrière,
On est bien à la fois sur des compétences qui permettent le développement personnel, l'ouverture, l'émancipation, mais aussi des compétences finalement qui vont permettre aux personnes la mobilité professionnelle au long d'une vie. Et donc, vous voyez bien que ça pose la question notamment de la préparation à des métiers ou alors de la préparation à une mobilité professionnelle qui va permettre de changer, d'évoluer et de s'adapter et de répondre aux grands besoins tout au long de la vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est celui de la mesure de la pertinence des compétences qui sont construites. Et là, effectivement, on s'aperçoit, et c'est un petit peu l'ADN du CN2E, l'objectif n'est pas d'instaurer un dialogue entre le monde de l'entreprise et puis le monde de l'éducation, mais c'est comment on peut s'emparer ensemble des sujets. Et on s'aperçoit que quand on est autour de la table, eh bien, il y a des dimensions qui, là aussi, tombent. Et on voit bien, par exemple, que les compétences attendues par rapport à l'évolution des métiers sont des compétences qu'auparavant on appelait académiques, et que le numérique, et que les langues, et qu'un certain nombre de sujets sont maintenant des compétences absolument nécessaires à l'employabilité autant qu'au développement personnel. Et puis après, le troisième point, qui nous a amené sur des évolutions importantes, c'est de ne pas se contenter du process et de discuter sur les moyens que l'on a pour les construire, mais de venir aussi à la question de la mesure. Et de se dire qu'une école de la confiance, c'est une école dans laquelle on réussit à indiquer aux élèves que oui, ils ont des compétences, ils savent faire. Et ça, c'est une dimension très importante qui va au-delà de la question de la note et qui nous pose des problèmes justement de comment on fait pour que les élèves se sachent compétents et par conséquent confiance en eux-mêmes pour progresser et puis envisager les apprentissages autrement. Alors pour aller un peu plus loin et pour vous reposer un petit peu ma question quand même, je vois que les diagnostics sont faits absolument au CN2E. En revanche, est-ce qu'il y a une transformation de l'essai? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de réviser concrètement les formations à l'éducation nationale? Alors, je le pense d'autant plus en éducation nationale et à l'enseignement supérieur, hein, puisqu'on couvre les deux. On voit, alors je parlais notamment du numérique, la mise en place de PICS avec la mesure des compétences du numérique nous permet effectivement de construire un ensemble de points de repère qui vont baliser le parcours de formation des personnes. Et en ce sens, on engage là une transformation et des interrogations, puisque bon, si le numérique et les langues, globalement, on y arrive à peu près, on voit bien qu'il y a un certain nombre de compétences, alors dites transversales, sociales, etc., sur lesquelles il y a un véritable défi pour pouvoir les poser et les concrétiser pour les élèves. Et en ce sens, le fait de travailler au CN2E avec les entreprises nous montre qu'il y a des solutions pour bien identifier ces compétences que l'on peut trouver ensemble et paradoxalement parfois au-delà du système éducatif, puisque au sein des entreprises, ils sont aussi confrontés aux compétences sociales avec des solutions qui peuvent nous intéresser pour faire évoluer le système éducatif. Éric Charbonnier, est-ce que du haut de l'OCDE, vous voyez mieux ce qui se passe dans les autres pays? Est-ce qu'il y en a dans l'OCDE qui ont pris la question de la révolution numérique à bras-le-corps au niveau du système éducatif? Oui, le numérique est déjà très utilisé dans certains pays depuis très longtemps. En Australie, en Suède, ce sont les pionniers du numérique. Et ce qu'on a pu constater dans nos études, c'est quand on est familiarisé depuis longtemps avec le numérique, qu'on l'utilise mieux aussi dans les apprentissages. Parce qu'il ne faut pas croire non plus que le numérique va être un outil miracle qui va régler tous les problèmes des systèmes éducatifs. On le voit dans nos statistiques, c'est avec un usage modéré dans les systèmes d'éducation des outils numériques qu'on peut obtenir des bonnes performances. Les pays qui font du tout numérique n'ont pas de meilleures performances. Donc ne faisons pas du numérique. L'usage modéré, ça signifie quoi en gros ? Ça signifie quelques heures dans une semaine, par exemple pour des élèves au collège, au lycée. On voit une sorte de courbe où après, quand l'usage est intensif, c'est-à-dire tous les jours, on voit une baisse dans la performance parce que le numérique a aussi des effets sur la concentration. Et puis, il faut avoir des bonnes pratiques pédagogiques pour utiliser le numérique. Le numérique n'est pas là pour remplacer l'enseignant, il est là pour
accompagner l'enseignant. On peut mettre, par exemple, des élèves sur des tâches basiques. Ils vont pouvoir travailler avec des outils numériques pour, par exemple, des élèves de primaire peuvent réviser de la phonétique et l'enseignant peut se concentrer sur des tâches plus personnalisées en petits groupes pour travailler avec les élèves. Je crois que le numérique est un atout, mais il faut maintenant dégager des pratiques pédagogiques qui vont être efficaces pour l'utiliser et ne pas croire que juste en mettant des ordinateurs dans les écoles, on va avoir un système éducatif qui va s'améliorer. Elena Paschinelli, des nouvelles évaluations sont annoncées à partir de cette rentrée en CP, en CE1, en 6e et en seconde. Évaluations qui seront faites dans les classes, mais dont les enseignants n'auront pas à faire la correction, puisque tout sera remonté directement au ministère pour une génération des résultats et une publication également des résultats. On est en train de passer dans une nouvelle ère de l'évaluation, si je ne m'abuse. En tout cas, il y a un vrai changement impulsé à cette rentrée. Est-ce qu'on ne dépossède pas quand même les enseignants de leur mission de correction, notamment des évaluations ? Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'on peut avoir différentes opinions sur cette question. Je pense que l'outil qui va être introduit est un outil qui est complémentaire, qui n'est pas un outil substitutif. Le fait d'introduire des évaluations nationales, standardisées, identiques dans les items et du coup identiques dans la manière après de les évaluer, va permettre d'avoir un maître, ce que je disais avant, fin, qui va permettre des comparaisons qui sont impossibles au moment où chaque enseignant propose son évaluation, son parcours et après sa correction de l'évaluation. Donc ce sont des outils qui sont des outils en plus par rapport à l'outil pédagogique qu'on appelle l'évaluation formative, que l'enseignant continue à utiliser pour lui mesurer jour par jour la progression de ses élèves et l'impact de ses actions pédagogiques sur les élèves. Ça, c'est le rôle de l'évaluation que le maître met en place, c'est son outil à lui pour se faire aussi sa boussole quotidienne. Cet outil n'est pas à toucher, c'est un outil important, mais c'est un outil pédagogique de l'enseignant lui-même. Les outils des évaluations nationales ont d'autres objectifs. Se rajoutent à ça et peuvent être un outil en plus pour l'enseignant, mais pas seulement pour l'enseignant. Ils nous disent où on en est. Ils nous disent où on en est dans le système national. Ils nous disent où on en est par rapport à des méthodologies, par exemple, qui sont utilisées ou un système complexif. Ils ne vont pas juger l'opérationnel de chaque enseignant. Ils vont nous permettre de nous dire est-ce qu'on a besoin de faire des ajustements dans la manière où les connaissances sont proposées de manière générale, où les méthodes sont conçues de manière générale. Elles vont nous dire aussi où sont, au niveau national, des obstacles. L'apprentissage est parsemé d'obstacles. Connaître ces obstacles d'un point de vue scientifique, objectif, est la seule manière que nous avons pour imaginer des solutions. Est-ce que les méthodes qu'on adopte fonctionnent ou ne fonctionnent pas? La seule manière pour le savoir, c'est de les tester. Donc, quand on fait des évaluations de type national, c'est ça qu'on est en train d'évaluer aussi. Les méthodes qu'on est en train d'utiliser, les manières qu'on est en train de faire, est-ce qu'elles sont bonnes ou ne sont pas bonnes, est-ce qu'elles peuvent être améliorées? L'autre outil fondamental de ces évaluations, à mon opinion, c'est celui de nous donner un état initial. Un état initial est fondamental. Où sont mes élèves aujourd'hui quand ils entrent en CP? Quel est le niveau moyen de ces élèves, sachant que ces élèves ne sont pas tous pareils par leur origine. On parle d'égalité sociale. Pour l'égalité sociale, il faut savoir quel est aussi le point de départ pour arriver, ce que je disais avant, à personnaliser la réponse et à donner une réponse qui est plus massive, plus importante aux enfants qui arrivent avec un retard sur certains apprentissages fondamentaux en CP. On sait que ces retards, malheureusement, ils vont que se creuser et creuser. Ce n'est pas seulement une question de système français qui marche ou qui ne marche pas. Les connaissances initiales sont une base fondamentale pour construire les connaissances suivantes. Donc, quand on part d'une base qui n'est pas assez solide, les connaissances suivantes vont ne pas être assez solides. Et donc, l'écart va se creuser. J'arrive à l'école primaire, je sais lire, j'ai un avantage énorme sur les autres parce que je vais lire plus que les autres, donc je vais apprendre plus que les autres, etc. Donc, moi, je vois ces évaluations comme ce carottage, cette manière de tenir le pouls de nos élèves pour savoir comment arriver à intervenir pour justement créer cette égalité et ne pas arriver trop tard. Et ceci n'est pas possible exclusivement avec des outils qui sont des outils pédagogiques de l'enseignant. Voilà.
Nathalie Mons, est-ce que sur cette politique d'évaluation des élèves, on naviguait finalement à vue jusqu'ici? Il y avait donc pas de visibilité et de lisibilité des résultats de nos élèves? Ces évaluations nationales, je crois qu'elles sont très importantes, et le Conseil national d'évaluation du système scolaire, dans son rapport sur les inégalités sociales à l'école, avait mentionné le fait qu'il fallait redévelopper des évaluations nationales. Si on regarde, alors j'ai plus en tête tout mon historique des évaluations standardisées en France, mais la France est un des grands pays pionniers des évaluations standardisées, et on avait déjà des évaluations standardisées nationales au primaire, collège et lycée. Alors dans les années 90 ou 2000, j'ai plus en tête exactement les dates. Donc finalement, on revient sur des éléments qui sont constitutifs. Alors, pourquoi ça faisait partie des préconisations du Conseil national d'évaluation du système scolaire, dont son rapport sur les inégalités sociales à l'école? C'est intéressant, ce rapprochement entre évaluation et politique de lutte contre les inégalités sociales à l'école. En fait, les évaluations permettent de donner une référence, et notamment dans les écoles qui accueillent les publics les plus défavorisés. On a finalement des équipes qui peuvent être confrontées au fil des années à des publics défavorisés et qui finalement perdent d'une certaine façon, alors peut-être moins au lycée parce qu'on a le repère du bac qui est justement une évaluation nationale standardisée qui nous sert bien, mais notamment au collège, on peut perdre au fur et à mesure le fil du niveau qui doit être atteint nationalement. Donc ça donne un repère, ces évaluations, elles donnent vraiment un repère. Ceci dit, ces évaluations nationales standardisées, elles peuvent être intégrées dans des politiques très différentes. Si on regarde à l'international, on a des politiques très directives, du type, par exemple, politique anglaise, où on a eu un usage intensif avec beaucoup de stress pour les élèves, avec des publications des résultats, de l'ensemble des résultats, donc ce qu'on a appelé les league tables, de concurrence entre les établissements, notamment dans le cadre d'une politique de choix de l'école. Donc là, ces évaluations ont créé plus de stress que d'accompagnement. On a d'autres pays nordiques, au contraire, qui ont intégré ces politiques, cet outil dans des politiques et de façon à pouvoir finalement mettre l'instrument au service des enseignants, et ces politiques ont eu des résultats positifs sur les élèves. Donc c'est pas seulement l'outil qui compte, c'est le cadre, c'est-à-dire quelle est la relation entre l'outil et les enseignants. Est-ce qu'ils ont le droit, est-ce qu'ils peuvent collaborer? Est-ce qu'ils peuvent faire des retours? Est-ce qu'ils peuvent améliorer l'outil? C'est un outil qui est construit par l'ADEP et puis par le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Il faut aussi que cet outil leur permette de voir vraiment quels sont les résultats des élèves. Ça, c'est très important. Parce que si vous faites juste passer un test et qu'à la fin, vous avez des résultats très généraux, finalement, vous êtes peu éclairé sur les compétences des élèves. Donc, il faut, d'un point de vue didactique, avoir des éléments très précis. Donc, il faut accepter d'ouvrir la boîte et de dire aux enseignants, voilà, on vous donne le test et comme ça, vous pouvez voir vraiment où sont les difficultés des élèves. Voilà. Donc, c'est une politique qui est éminemment complexe. Mais est-ce qu'on est sûr que les enseignants seront associés à ces résultats? Parce qu'il arrive que les résultats ne leur soient pas communiqués non plus. Ça fait partie peut-être des écueils. C'était les préconisations, en tout cas, vraiment du CNESCO. C'est-à-dire que cette association des enseignants, elle est fondamentale dans toute politique d'évaluation standardisée, en ce sens où si les enseignants ne se sentent pas en responsabilité, s'ils ne sentent pas que c'est un outil d'abord pour eux, comme le disait très bien la collègue, pour accompagner chacun des élèves dans la classe, les effets de la politique s'en trouvent très très limités. Donc on voit bien qu'il faut vraiment construire avec les enseignants. Aussi. La confiance est toujours le mot auquel on revient. Élise Huyghery, vous vouliez nous parler des enseignants justement de demain. Comment les percevez-vous? Quelles seront leurs compétences particulières et peut-être nouvelles qu'on peut leur Je pense demander? que ce qu'on préconise effectivement de par nos travaux sur les pratiques pédagogiques et le lien avec les compétences sociales et comportementales a déjà été dit, ce qui est plutôt rassurant. Ça veut dire qu'on converge avec des disciplines différentes et on converge un peu tous vers les mêmes constats. C'est-à-dire que, alors je vais revenir un peu sur l'évaluation quand même, l'évaluation des élèves. L'évaluation des élèves fait partie des pratiques pédagogiques pour lesquelles la France se distingue des autres pays.
au sens où, en France, on évalue beaucoup les élèves sous un format sommatif, c'est-à-dire avec une évaluation, qu'elle soit chiffrée, couleur, smiley, peu importe, finalement, un point rouge, un smiley qui n'est pas content, ça produit le même effet chez l'élève d'avoir un sentiment d'être nul, pour le dire comme un élève le dirait. Et on est beaucoup plus sur ce mode d'évaluation où on évalue la performance, avec un retour chez l'élève qui peut être un retour très décourageant et négatif sur l'image de soi. Et chez des petits enfants notamment, ça peut avoir des effets très délétères sur la motivation et l'engagement des élèves dans la scolarité. Alors que dans d'autres pays, on va évaluer pour les apprentissages, et pas, on n'évalue pas une performance, mais on va évaluer un apprentissage en faisant un retour sur ce qu'on peut améliorer. On va donner une deuxième chance à l'élève en lui donnant des indications de ce qu'il peut améliorer et comment le faire. Et finalement, l'évaluation va servir à entraîner l'élève pour aller plus loin et non pas à sanctionner un niveau. Donc nous, on n'a pas fait ce passage de l'évaluation sommative à l'évaluation formative. Les pays du Nord ont fait cette réforme il y a longtemps, pour certains comme la Finlande ou le Canada, le Québec notamment, très très à la pointe sur ce passage-là. Et en France, on est encore... Les enseignants ont l'impression d'avoir révolutionné la note parce qu'ils sont passés d'une note sur 20 à un point rouge, ce qui ne change absolument rien à cet effet pour l'élève de se sentir incompétent. Et donc, plutôt que d'être incompétent et de courir le risque de perdre l'estime de soi, on va un peu abandonner finalement la partie pour ne pas mettre en danger son estime de soi. Donc ça, là, on a vraiment un vrai sujet. Et je suis un petit peu inquiète à titre personnel, et j'aimerais bien qu'il y ait des recherches qui soient faites là-dessus, sur le fait que ces évaluations nationales, certes, elles doivent servir aux enseignants, mais je suis un peu inquiète qu'elles reviennent aux élèves elles-mêmes. C'est-à-dire qu'un élève puisse se placer sur une échelle nationale en termes de percentile. Moi, je suis au 3e percentile, ou au 97e, ou au 46e percentile. Je ne vois vraiment pas l'intérêt pour un élève, si ce n'est effectivement avoir cette évaluation de performance qui peut avoir des effets extrêmement délétères. Même chez les bons élèves, ça a des effets délétères de sentiment de compétition, d'être en compétition les uns avec les autres, etc. Donc le sujet de l'évaluation des élèves est un sujet sur lequel il y a beaucoup de choses à tester, il y a beaucoup de choses à expérimenter, et on doit se doter d'outils d'évaluation d'impact pour essayer des nouvelles formes d'évaluation. Et ça change totalement la philosophie de l'enseignement, finalement, quand on cherche à encourager ses élèves plutôt qu'à les évaluer en termes de performance. Ça change un peu tout l'accompagnement qu'on fait autour de l'évaluation, etc. Donc là, c'est un vrai sujet de transformation pédagogique, des pratiques pédagogiques. Après, ce qui a été dit, c'est la personnalisation de l'enseignement, avec ou sans l'outil numérique. L'outil numérique n'est pas nécessaire pour personnaliser l'enseignement, mais il peut y contribuer. Le travail en groupe. Et là encore, on est assez singulier parce que bon, nous, on utilise très peu le travail en groupe. Et encore, quand on le fait, en fait, finalement, on met les élèves dans des petites tables en rond et on leur fait faire un travail individuel. On appelle ça un travail en groupe, où à la fin du travail individuel, ils peuvent éventuellement se raconter ce qu'ils ont fait et s'aider. Et quand on parle de ça à des enseignants anglais notamment, ou des enseignants finlandais ou canadiens, ils sont effarés parce que ce n'est pas un travail coopératif. En fait, on n'a toujours pas compris ce que c'était qu'un travail coopératif, où vraiment les élèves sont ensemble à faire une même tâche et tout le monde l'a fait ensemble, etc. Donc on n'a pas non plus amorcé le travail la réforme du travail coopératif. Et en fait, tout ça repose sur le fait que nos enseignants sont moins formés qu'ailleurs, tout simplement sur le plan pédagogique. Enfin, c'est pas tout simplement, c'est compliqué, mais on a observé dans les statistiques, encore une fois, c'est l'OCDE qui produit ces statistiques qui nous permettent vraiment de comparer nos systèmes français aux autres systèmes étrangers. Et on voit que les enseignants français sont bien formés sur le plan disciplinaire, mais très peu sur le plan pédagogique, à la fois en formation initiale et en formation continue. Donc l'un, évidemment, étant l'explication de l'autre. Donc nos pratiques pédagogiques sont assez arriérées parce que nos enseignants ne sont pas formés aux pratiques pédagogiques. Éric Charbonnier, est-ce qu'on peut faire une réforme de la formation des enseignants sans moyens financiers? Est-ce qu'à l'OCDE, ça s'est déjà vu dans un pays? Oui, c'est une excellente question et j'étais justement dans les statistiques et c'est vrai qu'on est en sortie de crise économique. Aujourd'hui, la difficulté, c'est de trouver de l'argent pour investir dans une réforme d'éducation. Quand Tony Blair a fait sa grande réforme au Royaume-Uni dans les années 2000, le budget est passé de 55 milliards à 75 milliards sous l'espace de 5 ans. Vous avez le Canada, à l'heure actuelle, qui est en train de réformer sa petite enfance,
1,2 milliard a été mis pour améliorer l'accès, le coût pour les parents défavorisés, la qualité de la pédagogie, la formation pour les enseignants, juste sur le niveau de la petite enfance. Voilà, on a ces difficultés en France de trouver plus d'argent public. Ça nous oblige à cibler les réformes et finalement le choix de cibler sur les premiers niveaux d'éducation, c'est là que commencent les inégalités, c'est une bonne chose. Sur les établissements défavorisés, c'en est une autre. Aujourd'hui, il faudrait faire davantage sur le métier d'enseignant et dans cette idée de coopération. Je crois qu'une des statistiques qui me choque le plus sur le système français, c'est le manque de coopération à l'intérieur des établissements. Les enseignants ne vont pas voir ce qui se passe dans la classe de leurs voisins. Quand ils ont une difficulté, ils n'échangent pas systématiquement. Le directeur d'école ou le chef d'établissement ne va pas voir ce qui se passe dans la classe de ses équipes pédagogiques. Et ça nuit finalement à créer une dynamique positive à l'intérieur de ces établissements. Je crois que l'utilité des évaluations nationales, c'est aussi être capable de positionner les établissements les uns par rapport aux autres, pas pour les mettre en compétition, mais juste pour essayer de comprendre pourquoi deux établissements à 500 mètres d'écart, scolarisant des élèves de même niveau socio-économique, obtiennent des performances très différentes. Et par de la communication, on pourrait dégager peut-être des bonnes pratiques pédagogiques, des choses qui ont été mises en place pour que ça soit appliqué dans tous les établissements. Je crois qu'on a trop peur du mot évaluation en France. On le constate, nous, à l'OCDE, quand on en parle, c'est un mot tabou. Là, évaluation, ça veut dire sanction. Et je crois qu'il faut voir le côté positif. On a toujours intérêt à se comparer aux autres. Et qu'en se comparant aux autres, on pourrait vraiment définir des bonnes pratiques, les mettre en avant et les appliquer à tous les établissements. Et ça, c'est une réforme qui ne serait pas si coûteuse, finalement. Ça serait juste une pratique collective qui demanderait à chaque établissement de mettre en avant tout ce qui fonctionne bien pour que les autres y aient accès s'ils veulent le mettre en place. Éric Charbonnier, il nous reste 5 minutes. Vous avez fait presque office de conclusion avec ces propos. J'ai envie de me tourner vers les enseignants qui sont dans la salle pour savoir si certains d'entre eux voudraient réagir à ce dernier propos, notamment au fait de plus coopérer, de laisser les chefs d'établissement venir voir aussi ce qui se passe dans les salles de classe. Alors, je sais que vous pouviez poser des questions que je devais pouvoir lire. Je m'excuse, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai effacé le... Donc je ne vois pas si vous avez posé des questions. Si tel est le cas, est-ce que vous pouvez nous les poser peut-être oralement ou avec un micro, tout simplement, pour les 5 dernières minutes qui nous restent. Oui. Éloi, excuse-moi, hein, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Il y avait un micro, là-bas. Merci beaucoup. Oui, je souhaiterais revenir sur la notation à l'école. En France, il y a en effet la notation avec la sacrée-sainte note. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, justement, entre l'école note et lorsqu'on passe dans le monde de l'entreprise, il n'y a jamais eu autant de notation des salariés. Jamais eu autant de communication en termes de performance. On leur donne les résultats, les salariés sont classés. Il ne risque pas d'y avoir une certaine dichotomie au final entre la bienveillance des enseignants à l'école et la brutalité ensuite du monde de l'entreprise où là la notation est quotidienne. Alors qui veut répondre parmi nos invités? Cette brutalité, est-ce qu'elle apparaît dans l'entreprise uniquement ou peut-être avant aussi? Donc, le CNESCO avait fait une étude qui permettait de comparer les modalités d'évaluation par les enseignants dans la classe. On ne parle plus des évaluations nationales, mais on parle vraiment des modalités d'évaluation des élèves par les enseignants dans la classe. On se rend compte que finalement, cette notation n'est pas répandue, par exemple, dans tous les pays, en primaire et puis jusqu'au début des classes du collège. On n'a pas obligatoirement cette notation. On se rend compte également qu'elle est remplacée par des analyses littéraires beaucoup plus longues, avec très souvent les aspects positifs, les aspects négatifs, mais aussi, comme je viens de le dire, les aspects positifs. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui peut être continué. Donc on voit bien, et Élise avait raison, qu'à partir des années 80, se mettent vraiment en place des politiques d'évaluation
des enseignants dans différents pays. Alors, tu as cité le Québec, il y a aussi tout un ensemble de pays nordiques qui ont réfléchi à cette évaluation dans la classe. Et c'est vrai que nous, mis à part vraiment 1968, à un moment, on va supprimer les notes, mais après, je ne vois pas s'inscrire de politique, je parle vraiment de politique, je ne parle pas là de pratique, mais vraiment de politique nationale permettant d'aider les enseignants à faire évoluer les pratiques d'évaluation dans la classe. Et c'est assez singulier, en fait, quand on regarde l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc, on a certainement une marge de manœuvre pour rendre cette école, je ne dirais pas bienveillante, je ne sais pas si le terme est bon, je pense que de toute façon, une évaluation qui souligne à la fois les points positifs, les points négatifs, qui passe du temps à expliquer à l'élève, ce n'est pas une évaluation strictement bienveillante, c'est une évaluation efficace qui permet à l'élève davantage d'avancer dans les apprentissages. C'est vraiment ça qui était marquant dans ce rapport international, c'est notamment des évaluations littéraires très longues qui remplacent du coup la note, puisque quand il n'y a plus de note, on est obligé de passer beaucoup de temps à expliquer quels sont les éléments constitutifs de la production. Je vais juste rajouter un tout petit mot parce que je souscris totalement à ce que vient de dire Nathalie. Il y a effectivement une confusion entre absence d'évaluation et évaluation formative. C'est-à-dire qu'une évaluation formative, ce n'est pas qu'on n'évalue pas, c'est qu'on évalue en donnant effectivement un diagnostic des points forts et des points faibles. On n'oublie jamais les points forts. Combien de fois on arrive, là je parle aux parents d'élèves dans la salle, combien de fois on arrive à l'école et l'enseignant nous dit « j'ai rien à vous dire parce que tout va bien ». C'est quand même spectaculaire, c'est-à-dire que parce que tout va bien, il n'y a plus rien à dire. Donc on ne dit que ce qui ne va pas bien. Une évaluation formative, elle va dire autant ce qui va bien que ce qui ne va pas bien, et on va même au contraire, par exemple en Finlande, les réunions parents-profs qui sont trimestrielles pour parler des progrès de l'enfant, pas des difficultés de l'enfant, des progrès. Donc on va insister sur tout ce qu'il a appris à faire entre la réunion d'avant et la réunion d'après, plutôt que de dire tout ce qu'il ne sait pas faire. Donc c'est vraiment, on évalue, mais on évalue en mettant l'accent sur ce qui va bien, sur les progrès, et sur ce qui ne va pas bien, comment est-ce qu'on peut aider? C'est-à-dire qu'un enseignant va prendre le temps d'expliquer. Donc déjà, j'ai oublié une étape importante de ce mode d'évaluation. L'élève s'auto-évalue dans la première approche. Il s'auto-évalue, donc il repère lui-même les points forts et les points faibles et les points forts. Et il apprend à le faire, ce qui fait qu'il ne le subit pas comme une sanction, mais quelque chose il a participé à son auto-évaluation. Et par rapport aux faiblesses, les faiblesses, elles sont faites pour être dépassées. Donc, on va discuter avec l'enseignant, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer tel point, etc. Et dans le monde de l'entreprise, si l'évaluation du monde de l'entreprise en France peut être la même qu'à l'école, c'est-à-dire une sanction, en réalité, si on va dans les entreprises de ces pays où on a appris à être formé à l'évaluation formative, les évaluations d'entreprise vont avoir le même caractère formatif pour encourager la performance et pas pour classer, être juste en compétition et dire « toi, t'es pas bon ». Donc je pense que c'est la même évaluation enfants et adultes qu'il faut réformer dans la façon dont en France on l'aperçoit et dont au contraire elle est exercée ailleurs. Il y a une dernière petite chose aussi que je veux rajouter, c'est qu'il y a peut-être aussi une question d'âge, c'est-à-dire que on peut adapter une évaluation aussi à l'âge. Et quelqu'un qui a été bien formé, qui a une bonne estime de lui-même, on peut à un moment lui dire « là, t'es nul ». Ça ne va pas faire le même effet que quelqu'un à qui on n'a pas déjà appris à se sentir une personne de valeur. Donc, il y a aussi ce phénomène-là que je voulais rappeler. Éric Charbonnier, vous voulez encore conclure? Non, je vais juste rajouter un mot. C'est vraiment les conséquences des évaluations qui sont assez dramatiques. Pour les élèves, c'est souvent une mauvaise note, un ensemble de mauvaises notes conduit au redoublement. Pour les enseignants, s'il y a des mauvaises évaluations de l'inspecteur, ça ne va pas forcément conduire à quelque chose. En entreprise, ça ne va pas déboucher sur de la formation continue. Les pays qui réussissent bien, justement, ont mis en place des protocoles. À Singapour, tous les enseignants ont une évaluation qui débouche sur un plan de formation continue personnalisé. En Finlande, quand on détecte des élèves en difficulté,
On ne leur met pas de notes, mais on les fait travailler tout au long de l'année sur ces notions de difficulté. Puis en milieu d'année, on met le même contrôle pour vérifier qu'ils ont progressé et eux-mêmes réussissent à ce moment-là. Et donc, ça leur donne confiance. Je crois que le problème, ce n'est pas de noter, d'évaluer, c'est que souvent, il n'y a aucune mesure qui est prise pour aider les jeunes, mais aussi les employés à s'améliorer. La France est un des pays où les plus âgés, les moins qualifiés ont le moins accès à une formation continue une fois en entreprise. C'est un véritable problème. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on peut se permettre une autre question. Si, on a le droit. Alors, on va prendre 2 questions d'un coup. Ah, super. Une question qui est là-bas. Oui, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette table ronde que je trouve extrêmement intéressante. Voilà, je m'intéresse aux sciences de l'éducation et voilà, j'ai trouvé vos interventions très intéressantes. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'aspect culturel, on va dire, ou de l'impact culturel sur le fait que voilà, la France soit si différente des pays nordiques, si différente aussi des pays anglo-saxons, et comment justement prendre en compte cet aspect culturel, parce qu'on est quand même un pays voilà, où il y a de la compétition, il y a des classes prépa, les Anglais en ont aussi, hein, mais comment justement dans cette transformation, comment gérer l'aspect culturel? Comment est-ce faisable en fait? Voilà, s'il vous plaît, merci. Les 2 autres questions de l'autre côté de la salle. Donc moi j'avais préparé le SMS, donc je vous le lis. Les compétences sociales et comportementales ne sont-elles pas davantage développées en maternelle, puis dans les arts et l'EPS, et minorées ensuite au lycée? La place des arts et de l'EPS, est-ce qu'on peut considérer que ça peut expliquer le retard de la France dans notre retard sur ses compétences sociales et comportementales? Merci à tous les deux. Alors la culture d'abord et les compétences comportementales. Ah non, ne me dites pas que vous séchez. Le micro est là, s'il vous plaît. Je vais vraiment essayer d'être très bref sur la culture, parce qu'effectivement, donc, la culture, c'est l'ensemble des valeurs que partagent les personnes d'une même société. Et ces valeurs, en fait, on observe qu'elles changent très rapidement. Il n'y a rien de figé. Donc, là, je me base sur ce qu'on appelle des expérimentations qui ont été faites, que ce soit en France ou que ce soit dans d'autres pays. On observe que si on change, par exemple, je vais me baser sur un programme d'une association qui s'appelle Énergie Jeune, qui est une association qui intervient dans des collèges. Et cette association, elle a envie de changer l'état d'esprit des élèves. Elle se dit qu'effectivement, les élèves français sont trop pessimistes, trop fatalistes, ne croient pas en eux. Et 1 heure, 3 fois par an, c'est très très peu, elle essaye de changer l'état d'esprit des élèves. Et nous, en tant que chercheurs, on a des collèges qui bénéficient de cette intervention, des collèges tirés au sort qui n'en bénéficient pas, et on va suivre les élèves pendant 4-5 ans pour observer les changements. Et on observe des changements dans les croyances, dans les attitudes, dans les valeurs des élèves grâce à cette intervention. Donc juste pour dire que la culture, c'est le produit de ce à quoi on nous expose. Et si on nous expose à des valeurs différentes, par des interventions pédagogiques du type de ce que je viens de décrire, on change la culture à terme. C'est des gens qui vont devenir des adultes avec des valeurs différentes parce qu'ils auront été exposés à des interventions qui visent à changer ces valeurs et ces croyances. Très bien. Et sur la question donc, des compétences comportementales de la maternelle au lycée, est-ce qu'il y a une déperdition? Alors, sur la déperdition là, de ces compétences au fur et à mesure, je crois surtout que là aussi, on a une image relativement figée de ce qui est construit de la maternelle au lycée. Et je crois notamment, je vais prendre l'exemple de l'éducation physique et sportive, on a bien d'abord la diversité des compétences à construire et qui font qu'un citoyen lucide, autonome, cultivé se construit dans cette diversité. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qu'on voit bien au travers du socle de compétences, c'est la diversité des moyens de construire les mêmes compétences et de penser qu'au travers des arts, au travers de l'éducation physique, il y a des compétences qui sont acquises, qui sont extrêmement importantes et que la variation des moyens de les construire est également là importante. Et puis troisièmement, ça a été souligné tout à l'heure, je crois qu'un certain nombre de disciplines possèdent des regards différents sur les élèves.
Et d'où l'importance, on le soulignait là, d'accroître la connaissance que l'on a de l'élève. Et en ce sens-là, il y a des rôles qui sont absolument irremplaçables, qui sont joués au sein de ces disciplines. On le voit bien au sein des conseils de classe. Les enseignants ne connaissent pas les élèves de la même façon. Donc, moi, je crois que effectivement, il y a à conserver, et on le voit dans un certain nombre de pays, où on conserve plus longtemps que ça le souci de cette diversité. On l'a également, mais vous savez bien qu'en France, on a toujours cette question de la place respective des disciplines en termes de nombre d'heures hebdomadaires, et que c'est un élément non négligeable dans la réponse à la question. Un tabou, vous voulez dire. À tous, j'adresse un grand merci pour vos réponses et la pertinence de vos analyses. Et merci aussi pour les questions dans la salle. Merci à tous.